Mesdames et messieurs, bienvenue dans le programme de communication stratégique du Centre Sénin de samedi 31 octobre 2020. Nous sommes en direct, bien sûr, dans notre programme hebdomadaire en compagnie de nos invités habituels avec M. Boubacar Bokoum, analyste politique et également membre du Centre Sénin. Bonjour à vous, M. Bonjour, M. Pétain. La semaine, ça a été? Ça se passe bien et on espère que ce qui arrive est encore. Alors, merci à vous et bienvenue dans notre émission. Merci. Alors, également avec le professeur Abdoulaye Diam, le directeur exécutif du Centre national d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat, avec qui nous sommes ici tous les jours afin de vous donner toutes les informations relatives à faire avancer le Mali. Bonjour à vous. Bonjour. Je donne bonjour à tous ceux qui nous suivent le samedi dans ce programme spécial de 6 ans de réaction qu'ils nous les envoient pour pouvoir nous améliorer à leur service. Et la semaine, ça a été? Ça a été une semaine très, j'allais dire très lourde. Vous nous avez servi à partir de Kenya au niveau d'un système de médias très perfectionné, où nous avons pu suivre à Bamako ici de 8h jusqu'à 15h, 16h, tout ce qui s'est passé en live à Kenya. Et en même temps, vous nous avez donné la chance de réagir. Maintenant, quand on a eu toutes ces conversations et à digérer en tant que chercheur, vous pouvez savoir que la semaine a été très surchargée. Et peut-être que ce que nous avons fait ensemble à Kenya, Bamako, sur l'axe Kenya-Bamako, a permis aussi d'être reçu par le conseil spécial du Premier ministre, entouré de ses collègues, je crois 13 en tout. Et nous avons eu l'occasion d'échanger sur la recommandation du dialogue national inclusif et sur la contribution. Ça ne s'est pas arrêté à ça, puisqu'il faut faire le point de la semaine. Et hier, je crois qu'on a eu 3 heures de conversation avec une des grandes personnalités de la région État de Kidal sur la contribution, mais aussi sur le système de défense stratégique de la nation. Et nous l'avons dit, ce que nous pensons par rapport aux insuffisances du document de l'accord, mais aussi ce qui est comme puissance du document de l'accord. Donc, le document de l'accord est une puissance parce que l'article 15 ouvre la porte à une négociation entre les autorités de l'État fédéral et les autorités de la région État de Kidal. Et l'avenant, donc ça commence à faire chuter la vallée à travers la liaison société des multinationales en prise et les sociétés secrètes à ordre. Parce que, au fond, quand on reconnaît que la collectivité territoriale qui a une souveraineté de ressources naturelles confirmée suivant les résolutions pertinentes qu'on a répertoriées avec Ibrahim et Marikoum, pour dire que la souveraineté des ressources, c'est la collectivité territoriale. Donc, l'article 15 de l'accord confirme ça, et comme l'accord est un document qui est annexé à l'entente internationale de Bamako du 15 mai 2015, donc ici, il n'y a plus de problème. Les ressources naturelles, la collectivité territoriale a sa souveraineté, a désormais la garantie du droit à la souveraineté des ressources naturelles. Maintenant, on a discuté toujours avec les autorités que l'avenant du 20 juin 2015, dans son article 15 toujours, comme si c'est un chiffre magique, a fixé le quota de la collectivité territoriale à 20. Donc, si c'est fixé à 20, ça veut dire que
l'État fédéral à 40. Et si l'État fédéral à 40, donc la faille dans le fond de la vallée est désormais acceptée par une entente internationale des Nations Unies, tout le monde, que effectivement l'État fédéral du Mali aura 40%, dont 20% reste à la souveraineté des ressources naturelles. Et donc, nous avons ajouté la souveraineté des richesses, on a expliqué ça aussi à nos amis de Kidal, qui est de 5%. Donc, l'État devient 45%. Donc, en réalité, hier, c'était d'informer les autorités de Kidal que ce qui était secret enfoui dans l'accord et dans l'avenant était réellement de commencer à faire chuter la vallée des deux Afriques, selon l'infographie de la vallée des deux Afriques, la cause profonde et les relations sous-jacentes de la crise sociale globale et sécuritaire. Donc, je peux dire que la semaine a été très, très occupée à travers cette revue rapide que je viens de faire. Et si beaucoup a quelque chose à ajouter sur la revue de la semaine aussi, il pourra l'accepter et pourra le faire. Mais désormais, le programme de communication stratégique doit tendre à raffermir la volonté collective, la détermination partagée, que c'est pour bientôt la chute de la vallée. Et nous le programmons dans le cadre du programme d'urgence économique, monétaire, sociale et sécuritaire du 1er janvier 2020 au 30 juin, au 31 décembre 2020, qui est partie intégrante d'un programme et un plan qui va du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Donc, si ce semestre premier, on n'arrive pas à avoir tous les résultats, le second semestre, la promesse que Bandao a fait, le président Bandao a fait, la promesse que les structures gouvernementales ont fait, cette promesse sera réalisée. Alors, mesdames et messieurs, c'était la revue de la semaine qui a été faite par nos invités. Nous allons vous donner le sommet de cette émission et nous allons parler du rapport du vérificateur général de 2019 qui a été mis sur la table du président de la transition, Bandao. Et nous allons également parler de la visite du diplomate français Jean-Yves Le Drian qui est venu au Mali la semaine dernière et aussi passé par le Congo-Brazzaville. Nous allons également parler des élections présidentielles qui commencent déjà à faire parler. Mais quel genre d'élections? Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons également vous parler des zozo. Nous avons des éléments audiovisuels que nous allons vous faire regarder. Ensuite, nous allons décortiquer avec nos invités. Une fois de plus, mesdames et messieurs, ce sont ceux-là que nous allons vous en parler avant de terminer par l'annonce de la session de mutualisation des connaissances qui aura lieu du lundi 9 au jeudi 12 novembre 2020 à la place de l'indépendance de Bamako, qui sera organisée bien évidemment par le Centre Séné avec les autres structures de Diogono Mayablo. Une fois de plus, bienvenue et installez-vous. Les détails, c'est tout de suite. Alors, professeur Abdoulaye, vous avez bien évidemment suivi le discours du président hier lors de la remise du rapport du vérificateur général au président Akoulouba, qui dit déjà que l'heure va briller pour tous les Maliens. Quand on sait déjà que vous vous êtes toujours battu avec tous vos collègues et le centre sénégalais dans ce sens, afin que le Mali puisse rentrer dans sa richesse, particulièrement l'or. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela? Bon, je pense que le leadership politique a joué son rôle. Et nous sommes du leadership social et culturel, du leadership économique. On avait joué notre rôle. Mais comme c'est un tabouret à 3 pieds, donc nous, on était assis là-dessus. Il manquait l'occupation du siège par le leadership civil pour la défense du droit civil et politique. Le discours de la déclaration de Bandao, du président Bandao, eh bien, c'est une réaffirmation
de son engagement qui est propre au serment, de jouer effectivement son rôle de leadership pour la défense du droit civil et politique. Et en faisant une déclaration qui supportera le travail du leadership économique et du leadership social qui cherche à aller de 20% de rétention de richesse supposée, parce que c'est le rapport du vérificateur général qui indique que le directeur exécutif Marc Bistro est à attitude à déviation comportementale avérée par rapport à l'intégrité et que les sociétés minières sont de pratiques évidentes, mises en évidence par le rapport du vérificateur général, de fraude, de dissimulation et de blanchiment. La meilleure gouvernance administrative et politique exige un discours comme ce qu'il a fait. Et il a donné des orientations stratégiques pour dire que l'or va briller pour le Mali. Bon. Nous avons chanté ça dans nos programmes de communication stratégique plusieurs fois. Le Centre sénégalais de stratégie a fait du travail là-dessus au niveau mondial. Et aujourd'hui, effectivement, la fonction du chercheur Abdoulaye Niang dans la crise sociale globale et sécuritaire causée surtout par les mines, l'expropriation, je peux lui dire qu'il peut remettre le diplôme, le certificat de reconnaissance de la fonction définie par le professeur Milton Friedman. Et que vous citez toujours d'ailleurs. C'est mon professeur. Il ne m'a pas enseigné, mais c'est mon professeur. Il est prix Nobel d'économie. Il est auteur du livre La traîne du statu quo. Et moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur la traîne du statu quo. Donc, c'est une référence pour moi. Maintenant, ce que président Bandao a dit hier, ses prédécesseurs aussi ont dit la même chose. Mais selon nos analyses, et le groupe qui a dit l'Afrique, le printemps arabe pour une nouvelle ère d'espoir démocratique, considère tous les chefs d'État sous l'ère méditerranéenne de la démocratie comme ce qu'on a commun avec Imam Dicko. Ce sont des katakoulons d'Allah. Mais katakoulons d'Allah, à Kafsan d'Allah, mais vous ne pouvez pas prétendre que pour ce qu'il a dit, eh bien, il faut que l'or qui a brillé ici, n'est-ce pas, se traduise par une capacité de rétention de richesse qui prend le Mali de la place de 184 pour le ramener dans les 10 ou 20 premières places au niveau mondial. Donc, l'or est en train de briller pour les autres. Il prend un engagement, il prend le serment que l'or va briller pour les Maliens. Si l'or brille pour les Maliens, la signification est on quitte la 184e place pour remonter dans la première tranche de l'indice de développement humain. Donc, le travail technique a été fait, l'engagement politique vient d'être pris. Donc, les citoyens maliens, constituez-vous en coalition d'action citoyenne pour la défense de vos droits. Et si on est unis dans l'action, avant le 31 décembre 2020, dans le cadre du programme d'urgence semestriel courant, eh bien, on devait pouvoir rentrer dans 45% de notre or, plus 15% pour l'Afrique. Donc, l'indépendance économique de l'Afrique sera réaffirmée et l'indépendance monétaire de l'Afrique est en chemin. Et puis, la souveraineté des côtés territoriaux de partout, Kenya, Kidal, au Burkina, et au Sénégal, en Afrique du Sud, sera réaffirmée. Et la souveraineté des richesses aussi, des communautés de localité où l'or sort, où les mines et les minerais sortent, sera réaffirmée. Donc, si il ouvre son cœur, on peut aller sur l'indépendance économique. Comment on va traiter ça vers la fin? Qui, selon vous,
n'a pas été toujours acquis. Non, ça c'est une réalité. Nous avons des nouvelles vérités scientifiques. On sait que c'est pas acquis, mais nous sommes arrivés à de nouvelles vérités scientifiques qui vont nous amener inévitablement à l'indépendance économique et monétaire. Alors, M. Ouagadougou, on sait que lors de votre discours le 5 septembre dernier, le président Bandao a fait savoir que la corruption ne peut pas lutter contre la corruption, mais l'impunité doit être un accent particulier sur l'impunité. Hier, on a dit dans ce discours également, il dit chaque fois que la preuve est établie, je corrigerai l'erreur et la sanction tombera, personne n'échappera. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un espoir pour le gouvernement en attendant un président parler de la sorte? Oui, j'avoue que ça fait chaud au cœur quand on entend ce genre de discours, mais tout le temps est dit que le maçon juge au pied du mur. Donc, c'est vraiment des bonnes intentions que nous saluons. Déjà, qu'il affiche cette posture, elle est encourageante, mais nous attendons effectivement de le voir en action. Donc aujourd'hui, ce discours qui disent qu'il n'y aura pas d'impunité, nous savons que la corruption joue un rôle important dans la pauvreté aujourd'hui. Et que si aujourd'hui on parvient à lutter contre la corruption, cela apporterait beaucoup de grains pour permettre d'aller non seulement à la bonne gouvernance politique et à améliorer nos finances. Je pense que c'est une bonne posture qu'on a aujourd'hui, mais on attend de voir quels sont les actes concrets qui doivent être menés. Au-delà de ce fait, on a vu qu'effectivement, par rapport au MIR, qui est le domaine qui nous intéresse beaucoup, c'est pour commencer que l'on va briller pour le Mali. Je pense qu'à ce niveau, les techniciens de l'État n'ont pas eu, je pense, cette capacité de faire beaucoup de travaux techniques par rapport à cette approche. Je pense qu'aujourd'hui, le centre d'études stratégiques est le seul centre, on va dire aujourd'hui, qui a les bases de données, qui a travaillé sur cette problématique et qui, normalement, si elle est bien comprise, doit être le partenaire stratégique, suivant le discours que j'ai écouté, pour permettre de réaliser cet objectif. Nous parlons bien évidemment du centre d'études stratégiques dirigé par le professeur Aboulemel Kibassi. Alors, professeur, au cours du même discours, le président dit oui, je sais que le temps joue contre nous, oui, je sais que nous n'avons pas le droit à l'erreur, le peuple, je l'entends, et il est fatigué des discours, il veut des actes concrets. Quelle chance que je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, quel sentiment avez-vous? Bon, en réalité, nous avons un président de la République ou un chef d'État qui ne veut pas prendre en compte la fonction des chercheurs, qui ne veut pas prendre en compte des citoyens qui sont organisés en coalition d'action citoyenne pour la défense du droit et des coordinations nationales de veille stratégique et citoyenne. Il croit que le centre du Mali s'est porté sur sa tête. C'est pas vrai. Il n'était pas là hier et il ne sera pas là demain. Il est militaire. Il pense que la défense, c'est purement défense militaire. Alors que c'est un système de défense. La défense stratégique des nations, la défense économique des nations et la défense militaire. Donc, c'est le fait qu'ils n'ont pas de capacité de réflexion stratégique, mais surtout aussi qu'ils ne veulent pas reconnaître le principe de leadership inclusive au partage. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un système de gouvernance, pas une gouvernance. La gouvernance dont ils parlent, c'est la gouvernance administrative et politique. Il y a par ailleurs la gouvernance sociale et culturelle, la gouvernance économique et d'entreprise et la gouvernance régionale et globale. Si lui, il ramène tout à la gouvernance administrative et politique, il ne pourra pas résister même au jeune Macron. Mais il faut qu'il quitte dans cette tyrannie du statu quo et qu'il chasse que la défense n'est pas que militaire. On a développé ici le modèle d'agriculture africaine d'aménagement pour contrecarrer l'extrême violence.
d'extrême violence aujourd'hui couvrent 3/4 du territoire malien. Mais nous avons la solution ici. Il n'a qu'à économiser 90 minutes de son temps, au lieu de passer à faire beaucoup de machines passives. Il n'a qu'à simplement réserver 90 minutes de son temps et tous ses collègues, pour d'abord leur montrer que la gouvernance administrative qu'ils ont n'est pas bonne. Parce que la gouvernance administrative devait être organisée autour d'un président, d'un premier ministre de la loi 04-051 à responsabilité définie et d'un ministre d'État chargé de la défense civile et stratégique de la nation, d'un ministre d'État chargé de la défense économique et stratégique de la nation et un premier ministre chargé de la défense militaire. Et avec ça, il faut qu'on ait un président de région. Les régions États, il faut un président. Et il faut un gouvernement de 14 à 18 ministres, suivant l'architecture institutionnelle version 2.1. Mais quand cela n'est pas pris en compte, ils vont à l'échec. C'est signé. Ils ont été évalués suivant l'infographie de Tuguna. Ils vont à l'échec. Je vais te le préciser davantage. Ils disent que leur priorité, parce qu'il a dit maintenant, il accorde une urgence à l'or. L'or doit briller pour les Maliens. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, ils disent que leur priorité, c'est les élections. Là aussi, je crois que tu as un point sur les élections. Oui. D'accord. Je me disais, mais là aussi, on m'a démontré qu'ils ne savent pas de quelle élection ils parlent. Ils parlent de gouvernance, ils ne savent pas de quelle gouvernance ils parlent. Parce que la gouvernance est suivant un système de gouvernance. Les nouvelles normes internationales de gouvernance, de stabilité et de développement, c'est suivant un système de gouvernance qui est répliqué au niveau du cercle de relations co-entrepreneuriales. Donc, en aucune manière, ils ne peuvent faire la gouvernance sans connaître, sans avoir une connaissance approfondie du système de gouvernance. Donc, l'or va briller, il faut qu'ils chassent quelle a été la valeur ajoutée de l'accord du processus d'Alger, mais surtout la rencontre qui a eu lieu ici le 15 mai, l'entente internationale de Bamako. Donc, tant que ceci n'est pas bien compris, et surtout quand ils n'ont pas de vision, vous savez, pour que l'or brille pour le Mali, il faut une stratégie. La stratégie est développée à Djougni Mahablou, mais ils ne veulent pas s'en approprier. La vision est développée à Djougni Mahablou. Ils ne veulent pas s'en approprier. Ce dont ils parlent, c'est le renouveau du partenariat mondial. C'est le titre du livre blanc. Ils ne veulent pas s'approprier le livre blanc. Donc, tant que les gens n'ont pas la volonté d'avoir de la connaissance, oui, si on ne souscrit pas à ça, mais on ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. Donc, l'engagement qu'il a pris, eh bien, la coordination nationale de veille stratégique va les tenir au pied. Et on lui dira, voici la solution. Si tu as une solution, dis à tes experts, tes chercheurs là, d'amener comment l'or va briller pour les Mali. S'ils ne connaissent pas, qu'ils aient l'humilité d'aller chercher là où se trouve le savoir, là où se trouve la connaissance. Et d'ailleurs, s'ils ne le font pas, nous n'allons pas les laisser dans la trente du statu quo. Donc, l'or va briller pour les Maliens. C'est une déclaration plutôt des citoyens constitués un réseau de coalition d'action citoyenne RCAC, qui était présent dimanche à Kéva, qui était présent avec les conseillers de la primature lundi et qui était présent vendredi avec les hautes autorités de Kidal. Voilà. Alors justement, nous trouvons la transition de vous faire vivre ces vidéos qui a été
filmé à Kanyama lors de la dite rencontre avec la jeunesse de Kanyama. Le 25 10e mois 2020, Salou Diallo sera président Kenyaba Tennessee village de Sud-Est village de Kenyaba village de Forayon Kapi Maïté meeting donc Kanyasi Kenyaba min mission Kano yani Kenyaba Kenya ko Kenyaba expression Sud-Est Kenyaba Ferrero européen donc Kenyaba dans la fabrication donc Maïté Kanyasi ko de ma c'est facilement pour min ko de be ko donc mon côté quoi c'est un ko donc voilà. Mesdames et messieurs, nous allons devoir commencer les travaux de cette journée historique. Alors, chers invités, mesdames et messieurs, La partie et la rencontre qui a eu lieu lundi dernier, le dimanche dernier à Kanyama, dont les structures de Diogon Maya Blanc ont pris part à travers 5 personnes. Alors, monsieur Doko, vous avez pris part à on voit déjà toutes la souveraineté économique de l'Afrique et de l'humanité. Qu'est-ce que vous avez constaté déjà en voyant des gens en faisant des rencontres avec ces gens-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, ce qu'il faut noter, c'est la misère dans cette région minière. Quand vous regardez tous les aspects qui ont été évoqués sur le plan intellectuel, sont les résultats des travaux de recherche du professeur Abdel. Alors, sur le terrain, ce qu'il faut constater, c'est que malgré ces nombreuses mines que vous avez dans cette région, ces populations réclament juste le strict minimum, notamment les hôpitaux, les routes, l'emploi, juste un mieux-être. Ce qui dénote aujourd'hui que les mines, comme le président l'a dit, ne brillent pas pour ces zones où on extrait réellement les mines. Donc, si ces populations prennent conscience de cet état de fait et qu'ils décident de collaborer avec des structures de développement Mayablo, cela dénote déjà un éveil de conscience pour dire que plus ou moins, ils ont compris la problématique, mais n'ont pas encore la solution. Et la solution, je pense que c'est des solutions qui sont proposées au niveau du centre stratégique. Et comme l'a dit le professeur tantôt, c'est dommage quand même que notre État ne comprenne pas qu'il faut déjà commencer à respecter les chercheurs et à s'approprier les résultats des recherches qui existent. Toutes ces solutions, elles existent. Donc, au lieu de rester dans les déclarations stériles, il serait bien de s'approprier ces résultats pour pouvoir atteindre à ces populations le niveau de développement souhaité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la conscience a commencé. Tout a été dit que les autorités doivent comprendre et ce sont les résultats de recherche qui vont permettre effectivement que l'on puisse briller pour les gens de Kenya. Donc, ça a été une grande satisfaction. On a eu une communion intense à Kenya qui nous a permis de comprendre très sincèrement la souffrance des populations. Et aujourd'hui, nous interpellons l'État du Mali à faire en sorte que l'on puisse briller pour la population du territoire, et pas seulement du territoire. Parce que le combat a été de réaffirmer, comme le professeur l'a dit tantôt, la souveraineté des ressources naturelles, la souveraineté sur la richesse, pour permettre à l'Afrique de façon générale de sortir de cette situation de maladie. Alors, professeur, vous n'avez pas été sur le terrain, mais vous étiez depuis le matin en direct avec nous, vous avez suivi tout l'événement avec nous. Alors, vous
vous avez toujours dit que la manifestation ou la sortie, c'est avec l'organisation et la méthode. Et en vrai, les gens se viennent là avec des pancartes en réclamant avec la façon leur dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Bon, je pense que on a investi beaucoup la veille de la rencontre afin que ça soit une désobéissance civile avec la bonne organisation et méthode de ces bombes. Vous avez vu ici qu'il y avait énormément de tensions. Il y a eu énormément de sabotage organisé par les autres, que ce soit l'administration ou par les mines. Et nous avons, avec les anciens comme Kramro Doumbia, le président de l'UCROM, nous avons pu faire en sorte que la désobéissance civile ait lieu, mais sans la violence. Le chef de village, quand il a reçu la délégation de Djogoni Mayabloum, n'était pas disposé à venir à la place Bantam parce que on lui a dit si Djogoni Maya vient, c'est de la violence. Bon, on nous colle des choses, quoi, c'est pas. Mais il a fallu que Djogoni Mayabloum, pendant ces devanciers chefs de village, nous avons toujours été d'abord sur le chef de village, après sur le chef des chasseurs, donc la confrérie des chasseurs, avant de commencer notre travail dans leur communauté de localité. Ça, c'est la tradition. Elle n'a pas été violée par ceux qui sont partis. Il n'y a que Mme Diko, essentiellement, qui est de la première génération de Djogoni Mayabloum, mais ils ont fait le travail comme il faut. Beaucoup a bien expliqué l'objet de notre mission. Fousseni a fait son travail comme cela se doit. Mme Sidibé a amené la touche du Lutaku Gourma. C'est tout ce qui est là-bas. Personne n'était de Kenya. Ils étaient des côtés territoriaux minières du reste du Mali. Et mieux, si on prend l'or demain,
en quoi ça lui enlève sa grandeur de président mis temporairement pour une... Nous reconnaissons le travail fait par les gouvernements. C'est ça la grandeur. Et l'apparence numérique ne sont pas passer plus sur le numérique. Bon, et puis bon, pourquoi vous allez parler de quelque chose que vous ne connaissez pas? Si tu le dis aujourd'hui, pour que l'or brille pour le Mali, il ne peut pas répondre. Mais au niveau des États de l'Union africaine et des États de l'Union européenne et des États-Unis, on sait l'existence du centre d'études stratégiques. Et qui partout où on passe, on ne fait que montrer la vallée des Afriques. L'infographie de la vallée, 60 généraux, colonels et hauts fonctionnaires de la défense l'ont validé. Pourquoi diantre on veut réinventer quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous n'avez aucune compétence pour ça? Donc, réellement, c'est un peu dommage qu'on ait des responsables qui ne veulent pas être responsables. Parce que être responsable, c'est de reconnaître que tu es limité. C'est de reconnaître le principe de leadership inclus le partage. Il ne peut pas prendre le leadership de Nyang sur la recherche. À quoi bon de parler de comité scientifique, de commission scientifique du CNSP, de comité stratégique d'autres choses, la M5 là. Mais soyons sérieux, soyons dignes. On ne cessera jamais de frapper sur la table pour des gens qui veulent travailler avec des copies alors que l'original existe. Et que ce qu'ils font n'est pas respecté dans la profession. Tu ne peux pas parler de quelque chose sans te référer à ceux qui ont été devant ceux qui ont. Moi, je parle de professeur Milton Friedman. Il ne m'a pas fait la classe. Mais le respect intellectuel veut que je respecte la fonction de chercheur qu'il a définie. Et je me suis évertué à satisfaire les deux conditions pour être confirmé comme dans la fonction de chercheur. Mais si ça ne m'aide pas, ça ne me diminue pas. Pourquoi j'ai dit que c'est un économiste comme moi qui dit que la fonction de chercheur c'est ça? Et pourquoi moi je vais chercher à passer l'examen pour satisfaire ce qu'il a dit comme fonction, comme condition pour être dans la fonction? Non. Je serais con de l'ignorer parce que je ne réussirai pas. Donc c'est ça, les hommes politiques, surtout de l'ère maintenant de la démocratie, ils volent les idées des gens. Ils travaillent avec la copie et ils sont incapables. C'est pourquoi on les a déclarés Katakulum Dala et de les soumettre à l'entente civilo-militaire, n'est-ce pas, pour aller à la renonciation volontaire de la balance normale. C'est ce qu'on est une nouvelle génération de leadership politique. Merci. Alors, nous allons parler du troisième volet de notre émission d'aujourd'hui. Il s'agit de la visite de Jean-Yves Le Drian, le diplomate français sur le sol africain. D'abord, M. Lecoum, en tant qu'analyste politique, nous avons vu le mardi dernier lors d'une conférence de presse qui a été animée par le diplomate français à la façon de Jean-Yves Le Drian et le premier ministre malien de la transition, Mouchouane, au cours de laquelle on a vu des divergences autour de la négociation avec les terroristes. Si le Mali est d'accord avec le fait qu'il veut négocier avec les terroristes conformément à la recommandation du dialogue national inclusif, la partie française s'y oppose en disant que ceux qui ne sont pas vraiment en disant que ceux qui ne sont pas vraiment intéressés par l'accord n'ont pas signé l'accord. Quel est votre avis en tant qu'analyste politique sur la question? Le Mali devait-elle ou doit-elle négocier avec les terroristes maliens
ou pas? Ben, avant d'aborder la négociation ou pas, d'abord, l'attitude de Yves Le Drian, je la trouve très arrogante vis-à-vis d'un pays souverain. Parce que je pense que en termes de négociation, c'est le peuple du Mali qui décide, ce n'est pas Yves Le Drian qui décide à la place du Mali. Je pense que Yves Le Drian, il est dans son rôle en tant que diplomate de défendre les intérêts de la France. Maintenant, nos autorités ont le devoir aussi de défendre ceux du Mali. Donc, négocier avec ceux qu'ils appellent terroristes, je rejoins encore le professeur pour dire que nous ne les appelons pas terroristes, mais plutôt c'est l'extrémisme violent. Donc, dans ce combat contre l'extrémisme violent, nous estimons que c'est une partie de nos compatriotes, notamment quand on a demandé au niveau du dialogue d'ouvrir le dialogue avec Amadou Koufa et Iyad Agali. Tous ces deux sont, à ce que je sache, des Maliens. Donc, qu'ils se soient égarés, que nous ne soyons pas compris à un moment donné, je pense qu'on a le devoir de dialoguer. Si l'équation militaire était valable, je pense que depuis l'arrivée de Serval, Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel, on aurait pu mettre fin à ce conflit. Et jusque-là, pendant combien d'années, ce conflit n'est pas terminé. Donc, Yves Le Drian le sait très bien, et ce n'est pas un problème militaire, et que lui, il est là pour gérer les intérêts de la France, et notamment pour avoir une certaine emprise sur les ressources naturelles du Mali. Cela est clair. Donc, nous pensons que les autorités maliennes doivent aussi comprendre cette lecture et ne pas se laisser distraire et faire face aux vrais enjeux. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, il s'agit pour eux de comprendre qu'ils doivent aussi défendre le Mali, non seulement que nous avons le devoir de négocier et de finir éventuellement ce conflit sur la base plutôt de négociation que de rentrer dans une logique totalement militaire qui ne fait que le jeu de la France. Alors, professeur, je vais ajouter un propos qu'il a tenu lors de son passage au Congo-Brazzaville. Il dit également, dans un monde marqué par la brutalité, les tentatives de prédation, par des rivalités, des puissances, il nous faut un bloc ensemble, en faisant allusion entre la partie française et l'Afrique, tout simplement. Déjà, en passant au Mali, il a fait savoir que la France n'est pas d'accord avec le fait que le Mali veuille négocier avec les terroristes qui sont maliens, des gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir central, qui se sont rebellés. Est-ce que déjà sur la première question, quel est votre avis là-dessus? Bon, je crois que beaucoup a rectifié que nous ne parlons pas de djihadistes. Nous parlons d'extrême violence. Et la France est d'extrême violence. Les États-Unis sont d'extrême violence. Ils vont prendre le président irakien pour le mettre dans un trou pour le tuer. Ils prennent Kadhafi et le tuent. Donc, l'extrême violence est l'expression la plus appropriée. Mais je pense que le fait qu'ils ont considéré le modèle d'actif fédéral africain d'aménagement territorial pour contrecarrer l'extrême violence est une validation de la notion d'extrême violence. Et quand on parle de djihadisme, ils ont toujours à l'esprit la lettre patente du 5 mars 1496 du roi Henri VII qui dit de l'Angleterre, qui énonce le principe d'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles. Et la doctrine aussi du titre de propriété par la découverte chrétienne des ressources naturelles. C'est pourquoi ça fait valeur de parler de djihadisme. Nous le comprenons. Nous avons une bonne analyse de la situation. Maintenant, et beaucoup l'ont dit, il était au Mali. C'est le territoire des grands empires, des grands royaumes. Donc nous avons eu des rois, nous avons eu des empereurs, nous avons eu des combattants qui sont reconnus dans leur rôle à libérer la France, quand la France était De Gaulle était à Brazzaville, comme vous l'avez éludé. Donc, j'apprécie beaucoup
la réaction du Premier ministre de la transition, il est issu de cette grandeur du Mali, qui ne prend pas de dictée avec d'autres. Donc, en particulier, quand le peuple a décidé, quel que soit le peuple qui était réuni au dialogue national inclusif, c'est la voix du peuple. Parce qu'il était inclusif, il est national, il est un dialogue. Si les directives ont été données au président et futur président de promouvoir le dialogue entre fils du Mali, je ne parle pas, comme beaucoup l'a dit, égaré, qui ont pensé à un moment donné que la gouvernance administrative et politique était médiocre. La gouvernance administrative en particulier, avec les préfets, les policiers, les gendarmes, les gardes forêts, était une gouvernance inhumaine d'oppression. Et qu'ils ont pensé qu'il leur faut des exécutifs locaux issus de la population locale. Donc, les deux sont des exécutifs locaux issus de la population locale pour la défense du droit économique, des droits socio-économiques, mais aussi des droits civils et politiques. Donc, ils sont organisés. Ils ont leur président qui a été accepté pendant la période intérimaire par la communauté internationale. Il n'y a pas de raison qu'on n'appelle pas les deux chefs traditionnels qu'ils viennent à Bamako et qu'on signe un accord en reconnaissant leur statut d'exécutifs locaux issus de la population locale pour la gestion de leurs propres affaires. Et cette fois-ci, après avoir fait 8 mois à Alger pour aller sur un tel concept et que ce concept a été accepté et finalement ça nous fait 5 ans de 2015 à 2020 qu'on n'arrive pas à progresser, eh bien les Maliens demandent à la communauté internationale de respecter les termes de la résolution 2100-2013 résolution actuelle, que c'est sous la prééminence du Mali qu'il faut agir. Donc, la France, à travers celui-là, comment il s'appelle? D'accord, je ne connais pas son nom. Bon, donc, celui-là, n'est-ce pas? Mais il est en train de contredire la résolution 2100-2013 qui a été rédigée par le gouvernement français, par le représentant de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, et dans une version anglaise, même pas française. Professeur, sans vous interrompre, bien sûr, quand il dit dans un monde de puissance et de tentatives de prédation, il nous faut faire un bloc ensemble en faisant allusion à l'Afrique. Est-ce que la France a-t-elle besoin de l'Afrique à ce point? Non. Vous savez, on aurait dû mettre une vidéo en queue. C'est la vidéo de Studio Tamani qui dit que la France l'ambassadeur voulait être arrogant. On lui a dit, vous êtes venu avec l'OPEX Barkhane pour apporter la couverture à la co-entreprise nationale des mines de France, comme c'était le cas en 1436 quand la couronne britannique a proclamé la loi de chrétienté pour la mobilisation des ressources militaires et la lettre patente pour qu'ils viennent chercher les ressources économiques. Donc, ils sont arrivés à une réalité. Ils ont compris qu'ils ne rentreront pas dans l'ordre de Kidal parce que la manière dont l'article 15 de l'accord et l'article 15 de l'avenant ont été rédigés, ce n'est pas possible d'avoir l'ordre de Kidal. Il peut voler, mais il ne peut pas avoir une usine, une industrie. Et puis, eux-mêmes, François Hollande, qui a dit qu'il veut battre le Mali autrement en faisant briller l'or un peu pour les Maliens, eh bien, il a, je sais pas, 300 000 euros de budget. Et il n'a pas la connaissance technique. La capacité technique de sortir l'or, ils ne l'ont pas. Ça a été confirmé par
les gens de Bari, en particulier Bertin, qui fait que effectivement nous reconnaissons qu'ils ont une valeur technique prouvée, on a toujours dit, et certainement ils seront réquisitionnés pour la co-entreprise. Et ça c'est une autre opération rectificative dans notre démarche. Donc, la France aujourd'hui fait face à la demande universelle du citoyen français, qui est même en 4R. Mettons, pour le revenu universel, le pain, la baguette. C'est ce que les illusions, ils cherchent la baguette. Vous connaissez la baguette, non? Magique. Non, la baguette, le pain. Oui, c'est ça. La magique, oui, d'accord. Le petit plan. Oui. Mais ils n'arrivent pas à avoir ça pour manger, ni le matin, ni à midi, ils sortent. Ils sont en rareté de ressources naturelles. Okay. Là où ils avaient pensé, et ils ont utilisé des nègres pour ça. Paix à son âme, le président Houphouët-Boigny. C'est celui qui était le secrétaire chargé de l'OCRS, de l'Organisation commune des ressources naturelles. Son discours, il faut le faire, Et il dit, c'est pour la France. Et la France va travailler avec nous. Donc maintenant, il va à Brazzaville, là où De Gaulle a parlé. Et Yves Le Drian dit, il faut qu'on travaille ensemble parce qu'il y a d'autres prédateurs. C'est ce que l'ambassade de France a dit, que moi je travaille pour les prédateurs les plus puissants au monde. Bon, il ne m'a pas dit la suite, mais c'est ce que j'ai deviné. Donc la France dit que c'est éteigné. Un sonnant, c'est éteigné. Un fanga bana, un donko bana, un seka don sanu kono. Un te sanu bara tukudon. Worte mulu fana pour que Cameroun sera mumba baraka. Donc anga faisons ensemble. Mettons-nous ensemble parce qu'il a cité des noms les États-Unis, la Chine, la Russie, la Turquie, je crois. Bon, en tout cas, il a cité à Brazzaville des noms. Il dit, maintenant, moi, je veux que nous soyons en co-entrepreneurs, nous, les Africains et les Français. Et on va travailler. Mais nous, à Dugoni Mayablon, les recherches fondamentales qui ont été, ou bien les principes et relations économiques fondamentaux, répertoriés dans le manuel de droit et de devoir minier, ne nous permettent pas de travailler seulement avec la France. Il faut qu'on travaille avec les États-Unis, il faut qu'on travaille avec tous les pays qu'il a exclus là. Nous, on doit travailler avec tous ces pays-là. Nous avons développé un modèle de globalisation que les médias que vous êtes, vous devez transmettre à l'Assemblée nationale de la France, pour le Parlement français, pour leur dire que réellement c'est que l'appel lancé par Yves Le Drian au nom du peuple français n'est pas applicable. Donc l'interpellation n'est pas applicable, qu'en réalité le modèle est là. Et ça demande des opérations rectificatives sur la défense, mais aussi sur l'économie. Et que les règles de rétention de richesse de la co-entreprise économique des Nations Unies dans l'Afrique sont inversement liées aux règles de mobilisation des ressources militaires de la co-entreprise militaire des Nations Unies dans l'Afrique. Donc, les nouvelles normes internationales de gouvernance, de stabilité et de développement sont prêtes. C'est de souscrire à ça. Certainement, on amène au Conseil de sécurité avant sa réforme pour reconnaître les nouvelles puissances. La nouvelle puissance, c'est dans l'Afrique. Et la nouvelle puissance du monde, c'est le Mali. C'est le Mali. C'est le Mali qui va amorcer le processus de convergence de vue sur l'indépendance économique, monétaire et sur le système de défense stratégique de la nation. Donc, ceux qui sont dans Djogon Mayablon sont engagés et ils le réussiront, Inch'Allah. Alors, M. Bokoum, quand le diplomate français fait allusion à cette coalition avec France-Afrique, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement dans l'analyse politique?
Ben, ça veut dire qu'il est toujours dans son élan historique du colon. C'est pourquoi le professeur dit tantôt que le modèle il n'est pas applicable. Parce que s'il pense qu'il doit pouvoir encore canaliser certains États juste sous le joug de la France, cela n'est plus possible parce que le monde a évolué. On est dans un principe de globalisation où la richesse doit être partagée. Et je pense qu'ils doivent quitter leur petit complexe pour reconnaître aujourd'hui au professeur Abdoulaye Niang quand même d'avoir enseigné ces principes à eux, leurs officiers supérieurs. Donc Yves Le Drian n'a pas qualité, il doit revenir à l'école, apprendre les b.a.-ba, même s'il pense pouvoir être celui qui défend les intérêts de la France, mais l'équation est mal comprise par lui et il doit revenir à l'école. Et c'est ce que le Centre d'études stratégiques aujourd'hui leur propose, qu'ils acceptent, quand bien même nous sommes au Mali ici, qu'ils puissent quitter la France et venir apprendre les leçons du professeur Abdoulaye Niang s'ils veulent servir son pays. Alors, mesdames et messieurs, dans le cadre de vous faire comprendre tout ceci, pourquoi les Occidentaux essayent toujours de s'allier à l'Afrique, nous allons vous faire suivre ces éléments qui vont faire sortir des éléments que vous allez comprendre dans cet élément qui a été organisé par la cellule de médias des structures de Diogon Mayablon, particulièrement du Centre Séné, et la traduction est de la linguiste de notre bureau, il s'agit de Awa So. L'Afrique subsaharienne a été fondamentale pour la prospérité des pays développés. L'Afrique a un rôle clé à jouer en tant que fournisseur de ces matières premières et nous ne permettrons pas aux pays d'Afrique subsaharienne d'y échapper. Nous faisons tout ce qu'il faut pour maintenir l'Afrique subsaharienne dans son état de pauvreté actuel. C'est absolument vital pour notre survie en tant qu'Occidentaux. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Et toutes les structures et organisations internationales, toutes les institutions académiques et tous les enseignants économiques sont tous conçus pour maintenir les affaires dans leur situation actuelle. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis et maintenant la Chine. C'est exactement les mêmes objectifs vis-à-vis de l'Afrique. Nous avons besoin d'appauvrir l'Afrique et de maintenir parce que nous avons besoin de leurs matières premières. Et nous les voulons le moins cher possible. Voilà ce message. Cela ne signifie pas que les Africains ne vont pas s'en sortir. Au contraire. Mais il s'agit ici de les en empêcher. Voilà comment ça marche. Parce que si l'Afrique s'éveille et commence à réagir, alors laissez-moi vous dire que le niveau de vie en Europe, aux États-Unis et en Asie va s'effondrer. Il y a donc un sacrifice énorme à faire. Et laissez-moi vous dire que l'Occident ne permettra jamais que l'Afrique s'émancipe tant qu'on n'a pas d'autre alternative et ça, c'est quelque chose de fondamental à savoir. On a encore 20 minutes, donc pas assez de temps. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment nos structures fonctionnent. Mais c'est juste pour vous donner une idée et si je parle d'idéologie, c'est parce que nous sommes les concepteurs de ces modèles en tant qu'universitaires et institutions académiques. Nous sommes complices dans cette manœuvre. Ainsi, notre rôle en tant qu'institution occidentale, c'est de convaincre les Africains de demeurer dans leurs conditions actuelles et de leur faire croire que c'est de leur faute qu'ils sont pauvres, qu'ils se disent que ce n'est pas de la faute des Occidentaux. Voilà ce que nous concevons dans les institutions académiques et je vous le démontrerai aussi en clair. Vous voyez de quoi je parle. Je vais vous montrer à quel point l'Afrique est spécialisée dans la production des matières premières et les produits agricoles de base. Nous savons que la cause principale du sous-développement de l'Afrique, c'est la colonisation. Mais je ne vais pas développer cela ici, parce que mon collègue va en parler un peu tout à l'heure. Mais je voudrais vous entretenir sur les structures académiques et les organisations financières internationaux et brièvement sur les modèles économiques que nous concevons pour vous donner une idée de tout ça. Je vais maintenant vous montrer ceci. Vous ne pouvez pas bien le voir, mais ceux d'entre vous qui sont intéressés, nous pouvons le mettre à votre disposition. Mais ce que nous avons vraiment besoin, c'est la ligne au-dessus et le niveau de dépendance qui peut s'apprécier avec ces statistiques au-dessus. Et si vous les comparez avec celles des pays à faible revenu, vous pouvez constater à quel point les pays d'Afrique subsaharienne sont très indépendants.
de leurs matières premières. C'est ce qui est principalement à l'origine de la fragilité des pays africains. Pour mieux appréhender ces autres données statistiques concernant toutes ces exportations en provenance d'Afrique subsaharienne, pour voir ce que les Africains gagnent de leurs exportants des points de vue du commerce international. Nous savons que des ressources énormes nous viennent de chez eux. Mais regardez la dernière ligne en termes de valeur globale du commerce mondial. Regardez, du point 9 au point 1, seuls 5% sont transférés, ce qui signifie que toutes les vastes ressources que l'Afrique produit, qu'est-ce qu'elle gagne? Rien du tout. Ces statistiques sont très parlantes. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe avec ces pays d'Afrique subsaharienne, parce que ce que nous savons de toutes nos études économiques, c'est qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans industrialisation, produire des matières premières ne mène un pays nulle part. Exporter les produits d'agriculture de base ne mène nulle part. Et quand vous regardez la place de l'industrie en Afrique subsaharienne sur les 15 à 20 dernières années, vous voyez que la part de l'industrialisation a considérablement baissé en termes de pourcentage de la valeur totale. Voici le pourcentage de la production totale en Afrique subsaharienne. Quelle est la part des produits manufacturés? À peine 17% de la production totale. L'essentiel des risques, lorsqu'on parle d'industrie qui se trouve au niveau de la disponibilité des matières premières, mais le plus important encore, ce sont les ressources minières. L'extraction des matières. L'extraction des matières premières, c'est le plus important ici. Nous voyons en effet que l'extraction des matières premières a été maintenue, car ce qui peut causer le déclin d'une économie, c'est la faillite de son secteur industriel. Ceci est fait à dessein, car en tant qu'économistes occidentaux et en tant que concepteurs de politique occidentale, nous ne permettrons jamais à l'Afrique subsaharienne de s'industrialiser et commencer à commercialiser des produits manufacturés. C'est pourquoi nous ferons tout pour bloquer cela. Et je vais vous montrer comment on s'y prend pour empêcher cela. Alors, professeur, vous avez personnellement veillé à ce que nous penchions sur cet élément qui fait sortir et pourquoi les Occidentaux s'allient à l'Afrique et ce qui prouve à suffisance. Est-ce que cela montre en réalité pourquoi le diplomate français, c'est-à-dire Jean-Yves Le Drian, s'est dit de faire le combat du côté de l'Afrique? Bon, ça veut que Kanama peut-être a bien suivi. Il dit ils ne permettront jamais que l'or de l'Afrique soit raffiné en Afrique. Jamais de la vie. Ils vont prendre les armes. Donc la raffinerie là, ils ne vont pas l'accepter. Mais le problème est que 12 ans de travail ou 10 ans de travail à Djogouni Mayablou, nous avons développé un modèle de maximisation du risque de menaces d'attaque sur les chercheurs comme lui. Et nous avons développé des solutions de recherche selon la fonction du chercheur définie par le professeur Milton Friedman. C'est-à-dire ici, ils sont en train de nous dire, tous nos universitaires qui vont chez eux pour apprendre, eh bien, ils n'apprendront jamais de secrets enfouis pour réaliser l'indépendance économique, monétaire, suivant un système de défense stratégique de la nation. Même cette vidéo, ça a été filmé par un étudiant. Il ne savait pas que ça allait faire là. Oui, vous savez, si vous mettez cette vidéo en ligne avec ce qu'un professeur d'études stratégiques du Canada a dit, c'est la même chose. Non, je prends mon propre cas. Quand moi j'enseigne les principes et les relations économiques fondamentaux à la place du chef du département de l'économie de la défense de la National Defense University dans la cour du Pentagone, mais on me donne 25 minutes pour enseigner les principes et les relations économiques fondamentaux. 25 minutes dans 90 minutes de débat.
Mais si la journal Global Diabaté m'a dit récemment que c'est à travers la première émission sur Africa qu'elle a compris. Parce qu'elle n'est pas venue pour comprendre. Elle est venue seulement pour être initiée à un concept. Mais dans la persévérance, ils viennent chercher la mutualisation de connaissances. Et dans la droiture. Mais quand ils viennent au Mali ici, quand ils me voient dans le couloir, ils ne veulent même pas me saluer. Donc, ils ont préparé tellement les fonctionnaires qui sont allergiques à tout Africain qui veut sa confirmation, qui écrit sa thèse, pour être confirmé comme chercheur. Pour être confirmé dans sa fonction de chercheur. Mais c'est un examen. L'examen premier a eu lieu le 8 mai 2013, alors que j'ai commencé à travailler sur ça en 2008. C'est en ce moment qu'ils disent qu'on valide ça et on m'a donné 18,5 sur 20. Comme je suis étudiant, je suis en train de chercher la confirmation de ma fonction de chercheur. Et maintenant, c'est que lui, il a dit qu'ils ne vont pas permettre aux Africains d'avoir la souveraineté réalisée sur les richesses naturelles, sur la souveraineté des ressources naturelles, la souveraineté économique et pas du tout l'indépendance économique et monétaire suivant un système de défense stratégique de la nation qui est supérieur à l'équation de la défense militaire. Mais s'ils prennent des armes, cette fois-ci, ils ont pris les armes pour venir en 2013. Ils sont là pour ça. Moi, j'ai convaincu les Anglais de venir à travers BBC et Sky News. J'ai convaincu les parlementaires allemands de venir à travers une journaliste d'investigation. Mais je leur donne des choses à avaler que je sais que demain, ça va les prendre à la gorge. Donc, ce professeur-là qui vient de parler, et merci pour Hawasso, la voix était belle et la traduction était impeccable. Donc, l'interprétation, disons pas la traduction, l'interprétation était impeccable. Donc, quand il va voir ce YouTube que Marco doit mettre très rapidement sur le site Nyang Foundation, et nous allons faire de la publicité pour qu'ils aillent là-dessus, ils vont savoir que ils ont perdu. Que John Maya Bloom les a fait perdre. Qu'on est plus intelligent qu'eux. Au cours de son intervention, déjà, on voit déjà qu'il se penche sur une partie de l'Afrique, même si c'est l'Afrique en général, il dit l'Afrique subsaharienne. Nous faisons tout ce qu'il faut pour maintenir l'Afrique subsaharienne dans son état de pauvreté. Oui. Et cette partie-là aussi, on peut savoir que le terrorisme se trouve sur cette partie. Qu'est-ce qui se passe au juste? Non, tu as posé deux questions. Je vais répondre à la première question. Ça veut dire que les régions sahariennes, vous voyez ici, il n'y a rien, on n'a pas mis l'or et le machin de ça, le pétrole de ça. Ça, c'est l'Afrique du Nord. Donc, ils parlent de nous. C'est pourquoi on m'a dit de prendre une nouvelle carte où tout est représenté, j'ai refusé. Et lui vient de me donner raison. Que je mets l'Afrique subsaharienne. Donc, quand les Algériens disent que nous sommes des frères et tous, c'est faux. On n'est pas des frères. Ils sont avec ces gens-là pour nous combattre. Ils n'accepteront jamais la réalisation de la souveraineté des ressources naturelles de Kidal. Mais nous savons maintenant comment les prendre. Je les ai toujours combattus. Ils ont dit Israël ne viendra pas ici. Ils ont réussi parce que c'était l'Union africaine. C'était une réunion de conseil de l'Union africaine. Mais j'ai dit à l'ambassadeur, tu dis à ton ministre là que vous êtes des idiots par rapport à nous. Donc je m'excuse du terme. Donc, c'est ça subsaharien. Donc, vous voyez le concept, vos auditeurs le voient, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Et il y a seulement l'Afrique vers le bas. Et l'Afrique vers le bas est maintenue dans la pauvreté. Vous voyez, ça c'est le tableau de pauvreté. C'est l'Afrique subsaharienne
qui est au bas du tableau. Ça, dans le monde entier, Classement mondial le développement humain, Ok. c'est l'Afrique qui est en bas ici. Donc, il a raison, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous enseignons tous les jours. C'est pourquoi il m'a dit que j'ai connu la cause profonde et la sous-jacente de la crise sociale globale et sécuritaire. Donc, l'infographie là a permis ça. Donc, on va reprendre la publication et on va mettre infographie au lieu du système de défense stratégique de la nation qui était la chose la plus importante à l'époque. Donc, ça c'était le premier point, je crois. Oui. J'ai été long là-dessus. Le deuxième point, c'était quoi? Vous avez répondu aux deux questions, c'était l'Afrique subsaharienne. C'était justement ça, et puis en même temps la question sur votre avis sur ce qu'il a dit par rapport à... De façon générale, en fait. Vous avez réagi d'abord par rapport à cela et vous avez réagi en second. Si j'ai répondu, c'est essentiel. Okay. Donc, M. Bokoum, Oui. déjà, cette partie de l'Afrique, on a l'impression que c'est vraiment une partie qui est vraiment essentielle dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme est ici, la pauvreté est là, et malgré tout, on voit que les gens se battent pour cette partie de l'Afrique. Il vient de le prouver. Cette vidéo n'était pas censée être publiée, être produite. Un étudiant, par curiosité, peut-être a filmé et la vidéo est sortie. Aujourd'hui, c'est des réalités qui sont là. Quel est votre avis sur ce que vous venez de voir? Ben, il n'y a rien de surprenant sur cette vidéo. On a toujours compris que ces pays ont toujours voulu nous maintenir dans la pauvreté en nous prenant pour des fainéants, alors que tout le monde sait que par rapport à notre mode de vie et notre histoire, que ce peuple n'est pas un peuple de fainéants. On a toujours travaillé, on s'en est toujours sorti. Maintenant, le système qui est là, qu'il vient de décrire tout à l'heure, montre à suffisance que la rareté des ressources naturelles dont parle généralement le professeur est une évidence. Donc, face à cette rareté, ils sont à la recherche des ressources et ils sont prêts à tout pour les obtenir. Donc, en nous maintenant dans cette posture de la tyrannie du statu quo, comme le dit très généralement le professeur à travers Friedman, c'est vrai que ça nous maintient dans une posture, ils vont continuer toujours à profiter de nos richesses. Et aujourd'hui, que le professeur ait pu dégoupiller cela et donner des solutions de réchange, on ne peut que s'en réjouir. Donc, ce qui est important aujourd'hui que l'on comprenne, c'est plutôt pour nos auditeurs, pas nous qui avons déjà eu la chance d'être avec le professeur pour comprendre tous ces mécanismes, que ceux qui nous écoutent comprennent pourquoi nous sommes dans la vallée. Parce qu'en fait, il décrit le principe de la vallée. Le professeur l'a illustré dans l'infographie. Et il faut que maintenant les gens comprennent pourquoi on est dans la vallée. C'est ça l'extrême pauvreté dans laquelle nous sommes maintenus par le système. Quand il dit qu'il faut qu'on fasse tout pour ne pas qu'ils s'en sortent. Absolument. Donc, s'ils ne veulent pas qu'on s'en sorte, et qu'on a des chercheurs chez nous qui nous ont dit comment il faut en sortir, mais je pense que c'est une bonne opportunité pour que chacun se ravise aujourd'hui, que le problème est posé, la solution est là, il s'agit d'aller à l'application. Donc la confirmation du professeur Abdoulaye Niang aujourd'hui comme chercheur n'est pas discutable. Maintenant, c'est aux autorités maliennes de comprendre qu'aujourd'hui, ils se doivent de le confirmer comme tel et d'accepter de venir chercher les résultats de recherche mis à leur disposition pour sortir de cette situation chaotique. Et aujourd'hui, ça nous renforce encore davantage pour dire qu'effectivement, le message du président, du chef de l'État, M. Ndao, qui consiste à dire que l'or va briller et qu'il va prendre toutes les dispositions pour que ça brille plus pour les Maliens que pour les autres. Alors, si ce message est vraiment ancré idéologiquement, il doit se donner les moyens. Donc, les réflexions stratégiques. Les moyens, il les a. Je ne pense pas. Oui, il a à sa disposition, mais est-ce qu'il se l'approprie? Oui, il les a parce que le professeur Abdoulaye Niang a les solutions. Donc, c'est du Mali. Et nous avons accepté la réquisition, donc il les a. Mais nous ne sentons pas cette volonté de s'approprier les résultats et de les mettre en application. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, aujourd'hui, nous, en tant que Maliens,
nous sommes prêts, disponibles, acceptons la réquisition pour nous mettre à la disposition de notre pays. Et les résultats de recherche du professeur sont là pour concourir à sortir le Mali de cette situation. Mais si les autorités politiques qui sont chargées de leur mise en application ne viennent pas les chercher, ne cherchent pas à les mettre en application, donc c'est compliqué. Donc aujourd'hui, c'est la disponibilité des résultats de recherche, c'est la disponibilité des hommes et des femmes que nous sommes pour effectivement la mise en œuvre de ces résultats. Donc, cette vidéo montre à suffisance que ce que nous disons, ce que nous avons toujours chanté, est une vérité. D'autres l'ont confirmé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est à nos autorités de réaffirmer ou sinon confirmer davantage ce que nous avons toujours dit. Le professeur l'a dit tantôt. C'est vrai que pendant tous ces temps de recherche, de résultats de recherche, de communication stratégique, il est temps aujourd'hui que nos autorités reconnaissent qu'un travail a été fait et que des avancées ont été faites et que sur le plan international et mondial, nous sommes reconnus et qu'aujourd'hui, localement, que les autorités puissent nous reconnaître comme tels. Je pense que c'est à cette seule condition qu'ils pourront effectivement profiter de tout le travail qui a été abattu pendant au moins 15 à 20 ans de recherche. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici au Centre Séné en train de vous parler des solutions, des réchanges afin que le Mali puisse s'en sortir. Professeur, vous voulez réagir? Non, beaucoup a fait une analyse très rationnelle. Et puisqu'on est conscient aussi de ce que le professeur Max Planck, prix Nobel aussi en physique, allemand, a dit, les nouvelles vérités scientifiques sont difficilement acceptables par les hommes politiques. C'est politiquement impossible, mais stratégiquement inévitable. Parce que la recherche étant continue, la recherche, réellement, c'est de lever les contraintes à la révélation des résultats. Il vient de dire qu'on a une contrainte qui est d'ordre, une sorte de on ne va pas utiliser ce mot peut-être, mais d'obstruction, qui est condamnable maintenant par les Nations Unies aussi. Donc, c'est une arme que nous avons de plus. Que s'ils refusent qu'on applique, puisque toutes les résolutions ont été répertoriées dans le pacte et dans les manières de droits et de devoirs miniers, nous pouvons les poursuivre au niveau des Nations Unies. Et nous avons développé le modèle qui permet d'aller à une entente suivant l'article 4 de mobilisation générale de la loi 04051 du 23 novembre 2004 pour faire partir un président qui agit à l'encontre de l'application des règles de détention de richesse qui nous sortiront de la vallée. Donc, nous ne sommes plus commandeurs. On n'est pas commandeurs. On a une puissance. Vous avez vu que c'est le professeur qui dit ici que jamais de la vie l'Afrique ne sortira de la pauvreté. C'est notre économiste qui dit l'Afrique sortira de la pauvreté. D'accord. Donc, le combat, c'est entre nous. Et nous présenterons la semaine prochaine les résultats. Quand on va aller à la place de l'indépendance, nous allons présenter les résultats qui contredisent tout ce qu'ils ont enseigné à London School of Economics, parce que celui qui est à Barrick maintenant, il est sorti de London School of Economics. C'est ce qu'on les a enseignés. Tu viens, tu n'accepteras jamais qu'ils quittent 20%. Et tu ne permets jamais qu'ils aient le contrôle sur la raffinerie, qu'ils aient le contrôle sur la production, qu'ils aient le contrôle sur la commercialisation. Et vous les maintenez au bas du tableau de l'indice de développement humain. Et on dit à Diogo Moya Blonde, ce temps est terminé. C'est fini. Donc la France, il vient avec son gobelet. On va mettre ce qu'on a voulu leur donner dans les 20%. Non, nous reconnaissons que le bureau de recherche de géologie et des mines bergiennes
à travailler sur les mines. Donc, le Malien n'est pas ingrat. Si les Français ont fait de la recherche pour qu'on puisse savoir là où se trouve l'or, au-delà de la profondeur qui a permis à Kankou Moussa d'aller à la Mecque, il faut qu'on le reconnaisse et il faut qu'on le paye. Donc, donc à 200 mètres, à 300 mètres, à 1000 mètres. Donc, en tant que donc, en tal, mais la richesse est partagée. La notion de souveraineté permanente de richesse est une notion partagée. Donc, on donnera 40% à ces gens-là. Ce que le professeur veut de prendre 100% de contrôle au stade de la production de la raffinerie et du commerce, cette période est terminée, nous la déclarons morte. Et la chute de la vallée va les matérialiser. Donc, moi, je suis très fier avec mes collègues que nous avons pu trouver les solutions de rechange qui sont définies dans l'esprit de la fonction de chercheur et dans l'esprit de Milton Friedman, et aussi conforme au fait que depuis 1997, on planifie ma mort. C'est normal, parce que c'est ce que le professeur Max Planck dit. Si tu as des nouvelles vérités scientifiques, attends-toi que les autres ne vont pas l'accepter. Vous croyez que ce professeur-là va accepter que nous, notre résultat puisse être appliqué? Mais il a dit que c'est leur mort. Ah non, le monde c'est économie. Hein. Je ne dis pas que, je suis certain aussi, je ne dis pas que les autres sociologues et machin, tout ça va. Je ne parle pas de ça. Hein? Vous les médias, vous êtes importants. Donc, si vous n'amenez pas, nous, on allait se réunir en conférence de pairs, et puis on sort, on se félicite, et on dit prochainement, on lui donne le prix Nobel de l'économie. Tandis que maintenant, on a dit dans la coordination nationale de statistiques qu'il y a les chercheurs, il y a les médias, et il y a les citoyens qui sont organisés, RCAC. Donc, on a mis du temps pour organiser les trois structures, mais elles sont mortelles pour les autres. Elles sont mortelles pour ce professeur-là. Les trois structures-là, elles sont mortelles pour le professeur qui vient de parler. Et j'aimerais bien, il y a un texte sur le professeur, il faut le mettre aussi là-dessus, pour que les gens puissent comprendre. Et si vous pouvez faire de la recherche pour savoir dans quelle université il a parlé, et vous le demandez de vous donner la suite des choses, et que vous demandez de se référer à l'adresse YouTube de ce que vous avez fait ici. Et Mademoiselle So, qui a fait un travail excellent du point de vue interprétation, les félicitations, et elle aussi, je la donne 18 sur 1. Donc, que peut-être qu'elle fasse le contraire maintenant pour interpréter le tout en anglais. D'accord. Pour que mon collègue là, il puisse venir prendre la leçon ici, qu'ils n'auront pas le contrôle absolu de la production, le contrôle absolu sur la raffinerie et le contrôle absolu de la consommation, mais ils auront un contrôle partagé. Parce qu'on nous a obligés de donner 40%. C'est pas que parce qu'on est gentil, hein. On ne peut pas manger 100%. Ben, si on mange 100%, et c'est la partie là que je voulais que tu me rappelles, mais tu ne m'as pas rappelé. La dépopulation des communautés de localités minières ou de richesses et des côtés territoriaux, comme ce qui se passe maintenant dans le Takoguna, eh bien, c'est programmé dans le même sens qu'il a dit. Pourquoi tu vas laisser vivre des gens qui vont te contrarier quand tu veux exploiter, prendre le contrôle à 100% de leur production, de leur raffinerie? Maintenant, nous, on a dit à Stakli en 2011 qu'on n'est pas d'accord. On a dit le 25 octobre à Bantam Place qu'on n'est pas d'accord. N'est-ce pas? Mais ni Oubefra, ni Morotier non pour que à fond. C'est pourquoi Ibeka est un criminel. Il doit être traduit pour haute trahison du peuple malien. Parce que c'est nous qui l'avons dit d'être président. Et Johnny Maya l'a combattu parce que c'est nous qui avons dit en 2011
qui doit être présent parce qu'on voulait appliquer la réquisition. Amason, la famille des Atal Magan, tous les ministres qui sont en train de nommer et tout, ils sont tous liés à la maison de Rochine, la tête du serpent pour la dépopulation de l'Afrique. C'est Ibeka, la famille d'Atal Magan et la famille de Rochine, les Juifs, qui ont programmé la mort de la population malienne pour contrôler les mines. Le 4 août 1999, c'est lui qui a présenté au gouvernement de Alpha Mor Konaré le permis de Morla sur la base de ce que ce professeur a dit. Et bien, on a fait des recherches. D'accord. C'est pas pour rien que les Américains nous respectent. Mais nous, Américains, nous sommes sur parce que aussi t'as fait Angako Touradon. Mais Anya Touradon quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez faire YouTube tout de suite là. Ça va partout. Et c'est dans les archives. Donc, vous voyez que la technologie a tellement évolué que si Ibeka dit à l'automne de ne pas nous prendre, on n'allait pas être entendu. J'ai demandé d'avoir une licence pour avoir une radio classique. Ils ont dit non. On a eu un ingénieur. Il a fait la radio. Vous jouez ça là, à la radio là plusieurs fois. Tout ce qui est samedi là, vous le jouez plusieurs fois. En plus de ce que vous faites. Donc, si ce qu'on a fait aujourd'hui, le documentaire que vous avez fait aujourd'hui, si cela ne permet pas de raffermir la volonté collective, et pour moi la détermination partagée d'aller vers l'indépendance économique et monétaire suivant un système de défense de la nation, parce qu'il faut se défendre. Quand on va, il a dit, on va permettre. Anti-Djinaï, Farfinka, Oulaïrama, Hornyata, Oula Soroka, Anti-Djinaï, Amboukele. Mais quel est le cas de nos défenses militaires? Au Fangabana, Ablanyang Niaïn, Niko Fangaba, au Fangabana. Donc, Diamanadoum, sachez que vous allez rentrer inévitablement dans votre richesse. Mais Bandao a eu le courage de parler. Bandao ne peut pas agir, il ne peut pas. C'est nous qui vont agir. Et nous avons la force. Nous avons l'intelligence. Nous avons la compétence. C'est nous. Donc, vraiment, je m'excuse auprès de vos auditeurs d'avoir exprimé un peu avec beaucoup d'énergie. L'énergie, scientifique avec les mots. Mais à 113 ans, j'ai encore de l'énergie. À 14h ou à 15h sans avoir mangé. Mais ma nourriture, ce sont les nouvelles idées. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que je n'arrive pas à manger le riz et tout ça parce que j'ai de l'âge. Que le soir, je n'arrive pas à manger, mais que je travaille jusqu'à 1h du matin. Parce que ma nourriture, c'est la recherche de nouvelles vérités scientifiques. Et on les a. Ça va marquer le monde au moins pour 100 ans. Je ne serai peut-être pas là en ce moment, sauf si la technologie permet de rester. Vous allez rester avec nous jusqu'à 100 ans, Inch'Allah. D'accord. Alors, M. Boubacar Bokoum, c'est votre dernière intervention. Par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire en concluant? En passant tout simplement aussi, en disant un mot à nos auditeurs, avant que nous passions à la rubrique, à la nouvelle rubrique que nous avons mis en place, la rubrique, la leçon du jour que le professeur va donner. Mais écoutez, après tout ce que le professeur a dit, je pense que je serai même en cours d'idées ou en cours de mots. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il faut juste que le peuple malien comprenne que le combat que nous avons mené toutes ces années arrive à sa fin. Et que cela voudrait dire qu'avec les résultats, avec la détermination et la volonté que nous avons, nous serons capables aujourd'hui de faire ramener notre production et notre participation dans l'or jusqu'à hauteur de 45%, comme l'a voulu le professeur dans la théorie de la règle de rétention de la richesse. Donc cela
nous confirmons aujourd'hui que cela est possible. Donc, si nous avons compris que tout cela est possible, ça veut dire que cette souveraineté sur nos recherches, elle est en train de s'affirmer. Donc, il faut juste que le peuple malien croit, qu'il continue à croire en nous. Ça nous donnera l'énergie et la force nécessaires pour continuer à nous battre. Je pense qu'ensemble, nous allons réaliser aujourd'hui cette indépendance économique et réaffirmer effectivement la grandeur de notre nation. Donc aujourd'hui, je pense que j'en appelle au peuple malien pour que chacun prenne conscience du potentiel, de la force que nous avons et avoir le courage de se battre. Comme on le dit généralement chez nous, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais un jour tu mourras. Donc si tu es certain que tu vas mourir, donc la peur n'a plus sa place. Il faut avoir le courage de s'assumer. D'accord. Je demande au peuple malien de s'assumer. Alors, monsieur Bokoum, nous vous remercions d'avoir été disponible une fois de plus, même le week-end. C'est moi qui vous remercie. Et nous vous souhaitons un bon week-end. À vous pareillement. Alors, mesdames et messieurs, c'est le moment de la rubrique, une nouvelle rubrique que nous avons mis en place, la leçon du jour, dans laquelle le professeur Abdoulaye Niang donne une leçon suivant une expérience, un fait ou l'actualité du moment. Alors, professeur, quelle est la première leçon? Je vais rester dans le documentaire que vous avez stratégiquement servi. Et surtout la séquence de mon collègue chercheur enseignant qui dit ils passent leur temps à faire de la recherche et à les enseigner afin de maintenir la suprématie de la race blanche, de l'Union européenne, les États-Unis sur l'Afrique. Donc, ce qui est important comme leçon, c'est la constance que depuis que ça a été formalisé suivant le principe d'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles, dans la lettre patente du 5 mars 1496 du roi Henri VII, et renforcée par la loi fondamentale de chrétienté pour mobiliser les ressources naturelles proclamée par la couronne britannique. Depuis 1496, la recherche continue toujours à s'assurer que le principe d'acquisition du titre de propriété est maintenu. C'est rare en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait le succès du centre Sénin? Le centre Sénin a préparé un programme de communication stratégique visant à renforcer la volonté collective et à promouvoir la détermination partagée par rapport à la stratégie africaine de création et rétention de richesses que vous aurez l'amabilité de mettre sur le site Young Foundation, de le convertir en 8 DVD en vidéo. Donc, je n'ai pas quitté depuis 2008 sur cette recherche parce que c'est cette recherche qui m'a permis de rentrer dans la cour des grands au niveau du Pentagone. Donc, pour faire la liaison, ils m'ont invité comme very importante personne en 2008 parce qu'ils ont vu le programme de communication stratégique de Africam à Dakar, à Bamako, à Abidjan et à Conakry. Donc, la leçon, c'est quand on dit mutualisation de connaissances dans la persévérance et la droiture, c'est la leçon. Tu trouves un bout, si c'est bon, ça peut être ton travail de toute ta vie. Et moi, à travers la Fondation Niang Abdoulaye et les partenaires qui sont nous, par le partenaire financier, nous allons lancer sur 3 hectares 47 de campus le siège du Centre Sénin de co-entrepreneuriat appliqué à l'or et à l'agriculture. Afin que même si je meurs demain, ça va continuer pour toujours. Vous allez rester vous. Non, mais ceux qui ont écrit la lettre patente du 5 mars 1496 ne sont plus vivants. N'est-ce pas? Mais
la vidéo qu'on vient de voir, c'est l'esprit. C'est pourquoi on dit tout, quand on vous dit toujours dans l'esprit, vous voyez dans tous mes écrits, dans l'esprit de. Je n'ai pas dit dans la décision de ou dans la déclaration de, mais dans l'esprit de. Les chercheurs doivent savoir ça, les jeunes. Vous devez savoir que vous pouvez prendre l'idée fondamentale de quelqu'un, vous sortez votre idée, mais vous lui payez le crédit de dire dans l'esprit de. Si beaucoup fait une transformation qui est scientifiquement valable, mais il peut dire dans l'esprit de la contribution du professeur Ablagnan. Et c'est autorisé. Et il sera reconnu en ce moment comme étant de la famille où il fait la matière de connaissance dans la persévérance, mais il est droit, il est dans la droiture. Donc, nous allons, de la même manière que mon collègue a montré qu'ils sont incontournables pour maintenir la supériorité des autres sur nous, de nous maintenir dans la vallée des Afriques. Mais écoutez, si on fait chuter la vallée, c'est fini. La Banque mondiale et les FMI, les Nations Unies et le PNUD et tout ça là, ils sont tous en train de travailler avec ces procédures. Moi, je le sais, je suis dans le combat direct depuis au moins 82, mais frontal depuis 97. Parce que c'est qu'on a plein fait de me tuer. Donc, vraiment, les jeunes, allez-y à la mutualisation de connaissances, la persévérance et la droiture. Ne perdez jamais du temps quand vous êtes au bureau sans engager la mutualisation de connaissances. La connaissance, elle doit être arrosée. Donc vraiment, j'espère qu'ils vont prendre ça, que de s'engager, d'avoir la volonté collective, la destination partagée pour la mutualisation de connaissances dans la persévérance et la droiture. Et s'ils veulent avoir un cadre tous les mardis, tous les jeudis, ils peuvent venir. Et s'ils veulent venir dans la semaine avec un sujet pour mutualiser leurs connaissances avec des pairs qui sont en permanence ici, ils sont au nombre de 5 ou 6 maintenant. Après, s'ils ont besoin d'avoir des personnes plus âgées, ils peuvent le faire. Donc, c'est le message que j'ai aujourd'hui. Alors, c'est le message qui met fin à cette émission de ce samedi 31 octobre 2020. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi tout ceci. Il faut savoir qu'il y a toute une équipe qui travaille afin que vous puissiez avoir toutes ces informations. Dans un premier temps, tous les assistants réunis, tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez entendu a été préparé par les assistants du centre Séné. Ensuite, à la partie technique, vous avez Fousseni Mariko, la cellule de communication constituée de Awasso Markoita et de Fousseni Mariko aussi ont tout fait afin que vous puissiez avoir tous ces éléments sonores. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur notre page YouTube, c'est le même nom. Vous avez aussi notre page Facebook sur laquelle nous vous parlons déjà, et nous avons notre site et notre site internet. Ensuite, la radio Nyang Foundation, que vous voyez les liens sur notre page Facebook. Et nous vous disons bonne suite de programme. Et ici au Centre Séné, nous travaillons dans la persévérance et la droiture. Et vous qui avez choisi de nous suivre sur notre page Facebook, vous êtes des internautes privilégiés.